Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Up and Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, normalement assez court, je dis bien normalement, pour revenir sur les performances à la Coupe du Monde FIBA des différents joueurs du Thunder. Je suis avec Constant, l'homme qui n'aime pas la FIBA mais qui a presque tout regardé. Comment ça va, Constant? Oh là là là. Bon, bonsoir à tous. Effectivement, qui aurait cru que j'allais parler de FIBA un jour sur ce compte We Are Thunder? Non, je n'ai pas tout regardé. Disons que j'ai regardé l'Australie, j'ai regardé le Canada, j'ai regardé un petit peu la Lettonie parce qu'ils étaient un peu fun à avoir joué. Mais pour vous dire, j'ai même pas vu la finale. J'ai vu le match pour la 3e place, mais j'ai même pas vu la finale. J'ai pas vu le Dennis Schroeder Show. Donc, je me suis concentré sur les joueurs du Thunder. Mais pour quelqu'un qui n'avait pas prévu de regarder la FIBA, la Coupe du Monde, je dois avouer que c'était plutôt agréable à regarder. Alors, tout n'était pas, parfait, hein. Je trouve que faire les Non. changements après le 2e lancer, c'est une hérésie complète et ça termine et ça ralentit constamment le jeu. Il y a trop de fautes qui sont sifflées, mais c'était un minimum agréable, en tout cas, à regarder et on a vu, en plus, de très belles choses de la part de joueurs du Thunder. Ouais, c'était une bonne compétition, le niveau était pas... Ça dépendait des matchs, mais c'était pas toujours transcendant, le niveau. Mais ça sera intéressant d'analyser justement les équipes que tu as un petit peu regardées, puisque on avait 5 représentants d'OKC présents lors de cette Coupe du Monde. Pas de Français, mais 5 représentants tout de même. Bien sûr, 2 Canadiens, Lou Dort et Shai Gilgeous-Alexander. Le laiton de la bande, Davis Bertans, qui a surpris un petit peu, on en reparlera. Et 2 Australiens, Josh Giddey et Jack White. Et on va commencer par parler très rapidement, non, ça va être le plus gros sujet, du Canada, de l'équipe qui allait plus loin, qui a remporté la médaille de bronze en tapant Team USA. Petit plaisir personnel, je pense, pour eux, même Tout très à grand fait, plaisir. tout à fait. Le Canada de Shea et de Lou Dort. Bon, Shea, concrètement, très bonne compétition. Il a été nommé dans le 5 majeur de la compétition. Beaucoup en parlaient comme potentiellement du meilleur joueur du tournoi et ça se justifie. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as vu de Shea un petit peu sur ces passages et sur ces 8 matchs, 9 matchs il a joué? 8 matchs, je crois, si je dis pas de bêtises. Bah déjà, il faut féliciter les Canadiens parce que première médaille dans une compétition internationale depuis 1936. Je crois que le score, c'était 8 points inscrits par les Canadiens au moment où ils font médaille d'argent lors des JO de Berlin. C'est pour vous dire. Parce qu'il n'y avait pas les 24 secondes, à l'époque, ça n'existait pas. Donc, tu pouvais garder la balle autant de temps que tu voulais. Non, mais félicitations au Canada pour cette très belle performance. Dans un match pour la 3e place qui a globalement failli virer à la catastrophe avec ce tir de Michael Bridges. Non, mais après, si on peut parler de Shea, très honnêtement, j'ai pas tout vu de la compétition, mais pour moi, c'est le meilleur joueur de la compétition. Il a été exceptionnel, voilà, 25 points, quasiment 25 points de moyenne, plus de 6 rebonds, plus de 6 passes. Ce que je trouve intéressant, c'est que je pense avoir personnellement sous-estimé Shea, notamment en FIBA. Je sais qu'on en avait un peu parlé, toi et moi, un peu en off, où on disait: «Avec le spacing du Canada, pas sûr que ça marche vraiment». Je crois que tu avais même tweeté, Josh Giddey allait faire une meilleure coupe du monde que Shea. Bon, c'est pas le cas, mais ouais, ce qui m'a disons que c'est une situation de plus où je me dis: Shai Gilgeous-Alexander est vraiment très fort et pour citer Alain Guillot, avoir différents contextes, c'est intéressant pour juger vraiment de la qualité d'un joueur et quand tu vois qu'en NBA, il est dominant et en FIBA, il est tout aussi dominant, ça me rassure un petit peu sur le niveau de Shai. Après ce que j'ai vu, sans trop rentrer dans le détail, on a vu un Shea qui était peut-être un peu moins axé sur le drive parce que les défenses l'attendaient un peu plus. Il y avait la règle des 3 secondes qui n'existe pas en FIBA, donc les intérieurs l'attendaient un peu plus. Il était souvent blitzé, il était souvent trappé, souvent pris à 2 par quasi toutes les défenses, parce que les défenses savaient que c'était lui, la principale menace pour les Canadiens. Malgré ça, je l'ai trouvé très fort à mi-distance. Je trouve que son handle est encore d'un niveau supérieur. Tir à 3 points, il est un peu forcé sur les step back parfois, mais globalement, un joueur qui a laissé le jeu venir à lui, qui a rarement commis d'erreur et qui a toujours eu un petit peu ce concentration et ce focus nécessaire pour remettre le Canada à des moments où ça pouvait vaciller pour eux. Donc ouais, j'avais un peu sous-estimé la qualité de Shea, notamment à sanctionner à mi-distance. Et encore une fois, il y a ce leadership qui se retranscrit même en FIBA et que je trouve vraiment très, très bon. Ouais, j'étais pas convaincu en fait par le spacing du Canada, notamment avec l'absence de Murray, même par le reste de l'effectif. Après, effectivement, ils en ont eu un peu plus que je pensais. Merci Dylan Brooks, hein, 59% Dylan Brooks. qui a bombardé toute la saison, toute la compétition. Mais ouais, écoute, tu l'as très bien dit. Par contre, il était constamment trappé. Il a eu moins de paniers vraiment faciles qu'en NBA.
Mais ce qu'il a bien su faire, et tu l'as bien dit, c'est attendre que le jeu vienne à lui et prendre ces moments de chaud, de coups de chaud, notamment en troisième quart-temps, comme il fait au OKC, en fait, concrètement, c'est ce que je te disais dans le podcast Shea, il a fait du Shea quand même, hein. C'est conforme à ce qu'on a vu toute la saison, il était dominant, presque... Autant c'est le meilleur joueur du tournoi, tu peux en débattre avec Luka ou autre, autant il a toujours été le meilleur joueur sur le parquet quand il y était. Sauf contre la Serbie. Sauf contre la Serbie, parce que Bogdanovic était très fort, il a été très bien défendu. On en parlera d'ailleurs de ce match-là, parce que c'est intéressant de voir justement comment il a été défendu et comment il a pas su pour le coup vraiment répondre, ou il a pas cherché à forcer. Mais ouais, énorme, et vraiment surprenant de maîtrise pour moi. 11 turnovers sur le tournoi, c'est monstrueux, on l'a dit, 8 matchs joués, 51 passes décisives. vu le nombre de ballons qu'il avait à jouer, vu comment la défense était sur lui, c'est assez monstrueux. Petite problématique quand même à 3 points, moi que je relève, et ça on en revient toujours au même débat qu'on a un petit peu, est-ce qu'il doit en prendre, est-ce qu'il doit en prendre plus, est-ce que ça libérerait de l'espace pour lui s'il en prenait. Je pense que là, il a été forcé d'en prendre un peu plus parce qu'on l'a dit, moins d'accès au cercle, etc. Alors, il en a mis 2-3 très forts, même des longs 2 qui auraient pu être des 3 points. Il a mis des gros tirs, mais globalement, l'efficacité n'était pas là, 30% sur la compétition. Il était presque à 4 tirs par match à 3 points, beaucoup plus qu'un NBA. Mais bon, après, quand tu regardes sur le reste, très efficace à 2 points, 4,6 de ratio assist turnover, c'est monstrueux. Vraiment, et puis il a été clutch. En fait, globalement, il a été clutch. Contre USA, il a été clutch. Contre l'Espagne. Contre l'Espagne, il a été super clutch, défensivement et offensivement. Voilà, il n'y a que ce match de la Serbie où c'est même pas qu'il est passé à côté, comme on en avait discuté toi et moi, c'est que il a été très bien défendu, il n'a pas forcé les choses, il n'a pas pu avoir l'impact habituel, mais il n'a pas été négatif, il n'a pas loupé plus de tirs que d'habitude, il a juste eu moins de tirs, moins de ballons. En fait, toute la problématique, c'est que face aux Serbes, alors déjà, bon, 51 passes décisives, tu vois, quand on parlait du fait que Shea avait fait du Shea, pour moi, c'est un truc en plus que ce qu'il y a eu parce que tu l'as pas vu à un tel niveau de playmaking. Je trouve qu'il a encore progressé. Au niveau du tir extérieur, c'est toujours la problématique de Shea, bah, sur les 31 tirs à 3 points qu'il prend durant toute la compétition, il doit y en avoir 21, c'est des step back. Donc, il y a très peu de catch and shoot. Il y a très peu de tirs faciles à 3 points pour Shai Gilgeous-Alexander, aussi parce que, bah, il était systématiquement doublé. Vous entendez le coach de la Serbie, j'ai oublié comment il s'appelait, mais ils ont dit que c'était le joueur qui voulait stopper et justement, ce match contre la Serbie, oui, il prend que 8 tirs. Déjà, il a un problème de faute en première mi-temps, il prend, Mm. 2 fautes très vite dans le premier quart, mais c'est surtout, il est doublé et en plus, s'il arrive à parvenir à se défaire de cette prise à 2, il y a un grand qui l'attend sous le cercle. Donc vraiment, il y avait quasiment 3 joueurs qui étaient constamment sur Shai Gilgeous-Alexander et parmi les kick-outs qu'il a pu faire pour ses coéquipiers lors du match contre la Serbie, et ben, en fait, ça mettait pas forcément dedans. RG Barrett a pas forcément mis dedans. Match contre le Brésil, qui est un match que le Canada perd malgré le fait que Shai soit très bon. Il y a beaucoup de kick-outs pour le cousin, Nickeil Alexander-Walker, qui met pas un panier dedans. Et justement, contre Team USA, bah, tu as un joueur comme Dylan Brooks qui met tout dedans. Et là, du coup, le jeu collectif et le playmaking de Shea encore plus mis en valeur. Donc, il y a cette notion un petit peu pour moi plus de playmaking où on s'est posé la question parfois lorsqu'on regardait Thunder de qu'est-ce que ça donnait lorsque Shea était blitzé ou trappé. J'ai trouvé que dans ce domaine-là, par rapport à ce qu'on avait pu voir au KC, pour moi, il a progressé dans les lectures. Je l'ai trouvé plus intelligent dans les lectures avec le Canada que ce qu'il a pu montrer pour OKC. Et en fait, on est dans des situations un petit peu équivalentes, entre guillemets, avec des ailiers très forts défensivement, un manque assez important à l'intérieur défensivement, et avec Shea qui porte beaucoup la balle. Donc, ça ressemble à peu près Un à petit ce qu'on a pu peu, voir au ouais. Thunder. Et je trouve ça intéressant et je trouve ça assez prometteur pour se projeter sur la saison à venir. Ouais, après, tu vois, sur les prises à deux et tout, est-ce qu'il était déjà capable ou est-ce qu'il a progressé sur lecture? Peut-être. Après, je pense que c'est surtout que là, les défenses sont bien plus organisées. Enfin, typiquement, la défense de la Serbie, tu peux pas te permettre les mêmes choses que contre la défense des Timberwolves au milieu de l'année, quoi. C'est pas du tout la même chose, hein. Donc vraiment, je pense qu'il y a aussi ça qui a joué et c'est là une partie de l'adaptation qu'il a eu pour pouvoir performer en FIBA, hein. C'était une partie de ça. Et je pense que le Canada était de toute façon très dépendant de la capacité de ses joueurs extérieurs à planter, planter à 3 points. Les matchs où ça plante, ils sont difficilement jouables parce que ça défend fort, ça court, etc. Par contre, si tu arrives à stopper ça, bah, tu peux perdre contre à peu près n'importe qui, hein.
Mmh. Ouais, je pense que c'est très dépendant de ça. Ouais, et puis le roster autour de lui était pas optimal, loin de là. Il a moyen de se renforcer d'ailleurs sur les futures années, mais il a quand même réussi à faire ce qu'il fallait pour amener l'équipe très loin, pour dominer match après match. Bon, il était très mis en valeur, il avait beaucoup de ballons, il avait beaucoup de pick and roll pour lui, même avec Dylan Brooks sur du pick and pop qui était plutôt efficace. Ça aussi, ça peut être des pistes pour l'année prochaine. Mais ouais, globalement, y a rien à dire. Et puis même défensivement, mais nous on le savait déjà, il est capable, quand il met l'intensité, il est capable d'être dominant défensivement. Là, Mmh. surtout en FIBA où physiquement c'est en dessous de lui, encore plus qu'en NBA, il peut vraiment dominer sur plusieurs postes. Donc il a été aussi été intéressant là-dessus. Et puis ouais, la problématique des 3 points, ben, là c'était le seul créateur pour le Canada, ce qui lui a aidé aussi à performer à la passe. Donc ouais, t'as aucun tir off ball, aucun catch and shoot, ouais, t'as que des pull-ups, des step back ou des side step parce qu'il en fait pas mal aussi. Mais forcément, bah, le pourcentage s'en ressent même si la ligne est un petit peu plus près, le pourcentage s'en ressent. Et puis non, globalement, je trouve il a encore augmenté, ce qui peut être intéressant pour OKC. On récupérera peut-être des fans l'année prochaine. En termes de réputation, Mmh. d'impact et de reconnaissance publique, il a vraiment passé un cap là grâce à la compétition, mine de rien. Ça a touché de nouvelles personnes qui connaissaient pas, ouais, vraiment, si vous discutez autour de vous, de fans de basket plutôt lambda, qui suivent pas forcément que la NBA, mais le basket général, ou qui regardent l'équipe de France, ils savent que Shea maintenant est un très grand joueur. Euh, ouais, vraiment, ça, rien que sur cet aspect-là, c'est très intéressant et ça l'aidera. C'est triste à dire, mais en termes de dimension pour des votes All-Star, MVP, etc., mine de rien, ça aide d'avoir une aura bien plus grande comme il a maintenant. Ah, disons que ça vient ponctuer une année, où il a vraiment Ouais. changé de statut, quoi. Tu prends le Shai de août, lors de certaines previews, c'était: «Va-t-il demander son transfert?» et tu prends le Shai, 1 an plus tard, il a complètement changé de dimension. Je pense qu'à peu près n'importe qui maintenant, fan NBA déjà connaît son nom et reconnaît son talent. Après sur un petit truc justement sur le fait qu'il était doublé ou blitzé, je trouvais que, le coach c'est Rudy Fernandez, le coach de Ouais. Team Canada, Mm. a fait une erreur la même erreur qui a pu être fait, lors du play-in juste, face aux Pels et ça m'a fait penser à ça. C'est que chez notamment contre Team USA, ça m'a marqué, c'est que tu as des joueurs qui posaient des écrans pour Shai, sauf que du coup, le fait de poser un écran, ça venait attirer la double team. Au lieu de laisser Shai jouer en isolation sur son défenseur, tu avais, bah, Dillon notamment le tir qu'il met sur, Brandon Ingram, en fin de 4e quart-temps pour faire passer le Canada à +2. Shai justement dit aux joueurs: «Non, poussez-vous pour faire des écrans», parce que tu as Barrett qui vient essayer de poser un écran, tu as Dillon Brooks qui essaye d'en poser un, parce que ça ramène le deuxième défenseur. On s'est bien rendu compte que Shai, en match-up d'isolation, il y avait très peu de joueurs qui étaient capables de le stopper, en fait. En 1 contre 1, c'est très difficile de l'arrêter et il faut envoyer de la pression, il faut envoyer du blitz, il faut envoyer du trap pour essayer de lui faire lâcher la balle et justement, sans même s'avancer sur le Canada, avec un joueur comme Jamal Murray qui est capable de porter la balle, ça débloque complètement ton système offensif et dans le collectif du Thunder, s'il continue à être défendu comme ça, bah, avec des joueurs comme Josh Giddey ou avec Jalen Williams qui sont très bons pour trouver des joueurs qui se retrouvent démarqués, ça peut être intéressant s'il parvient à lâcher la balle, sans même parler évidemment de Vassili Micic. Après, tu vois, tactiquement, je comprends très bien ce que tu veux dire. Je pense que sur certaines situations, c'est arrivé, mais que sur d'autres, en fait, s'ils font une trappe qui vient pas de l'écran, par exemple, tu peux être un peu plus en difficulté dans tes placements, il faut réagir un petit peu plus vite. Alors que là, si tu viens faire piquer le joueur le plus proche, un Dylan Brooks, et que c'est son joueur qui vient te repêcher, tu peux faire un faux écran, donner tout de suite la balle à Brooks sur un avantage, etc. Tu peux le jouer un petit peu différemment. Mais je comprends ce que tu veux dire, que ça t'amène directement un défenseur, ce qui est un peu vrai, hein, parce que souvent, ils n'arrivaient pas à bien le sanctionner, donc c'était pas forcément profitable. Non, mais après, je suis d'accord qu'en termes de compétences, si on compare ce qu'il y aura au OKC ou ce qu'il y avait dans le Canada, ça va être plus intéressant pour lui au OKC quand même, notamment pour porter la balle. Quand tu auras certaines line-up aussi, au niveau tir, ça sera bien plus intéressant que ce qu'il a eu là, parce que tu pourras commencer d'aligner des shooters et autres. Voilà, après à voir s'il garde cet aspect encore créateur ou si encore une fois il délaisse un peu plus ça à Josh Giddey et que lui il se contente de mettre 30-35 points.
C'est pas Ce qui est chose déjà aisée, hein. pas mal. Oui, oui, je dis se contente, mais voilà, c'est parce que c'est régulier pour lui. Mais tu vois, où est-ce qu'il se met en tête de partager plus la balle, de plus créer pour les autres, ça va être intéressant de suivre. Voilà, qu'est-ce que lui va retirer de ça. Parce qu'après, honnêtement, il a répété ses gammes, hein. Là, sur les drives, sur toutes les Mmh. finitions près du cercle, sur les fade-away, step back mi-distance, jeu post-up, machin, il a tout répété là dans la FIBA. Il a dit que ça l'avait mis en forme, ça l'avait évité de travailler au Canada, dans sa petite ville avec ses potes, donc c'est pas plus mal. Bah, en fait, c'est vraiment un point sur lequel, même en tant que fan du Thunder, je trouve je l'ai sous-estimé, c'est la qualité du pull-up à mi-distance, quoi. C'est que Shai, on le considère principalement comme un joueur qui drive énormément, qui joue beaucoup sous le cercle, mais au-delà de ça, c'est un excellent joueur de Je mi-distance. trouve pas, moi, tu l'as dit, je crois, dans le DH20, mais moi, je trouve Oui, pas. Je trouve qu'on valorise bien son mi-distance, hein. Peut-être que bah, en tout tu cas pas moi. sous-estimais la quantité, mais pour moi, il avait le mi-distance et avait une bonne valeur, hein. Non, mais en fait, je me rendais pas compte à quel point il était bon dans ce domaine-là. Mm. Je savais qu'il y avait le mi-distance, mais je me disais pas, ah oui, en fait, c'est l'un des meilleurs joueurs de mi-distance. Et même là, sur la compétition FIBA, il l'a montré. Pour moi, son mi-distance m'a beaucoup plus marqué que ses accès au drive parce qu'il y en avait beaucoup plus. Voilà, notamment contre l'Espagne, le tir qu'il met pour faire passer le Canada devant, c'est un mi-distance où il crée une séparation. Et même tu vois, tu as parlé du fait qu'il avait été clutch, il y a le tir contre le Canada. Mais le fait de mettre les 5 premiers points de l'overtime contre les États-Unis, alors que le Canada vient de se prendre un coup de massue sur la tête avec le tir de Michael Bridges, en fait, ça plie le match complètement. Et au-delà Mm. de ça, il a montré qu'il était capable vraiment de porter l'équipe sur ses épaules. Encore une fois, ses qualités de leadership, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais c'est un vrai leader sur le parquet. Pas forcément vocal, mais plutôt de par son calme, bah, ça incite les autres à être un petit peu plus calmes, un peu plus relax. Je pense qu'il y en a certains qui le connaissaient pas, ils vont dire, mais il fait tout, pas endormi comme Ingram, parce qu'il fait endormi, mais tu sais, tout calme, détendu, il fait sa petite routine comme ça. Tu vois, jamais énervé, t'as jamais l'impression qu'il est en excès d'intensité, tu vois, comme Mmh. un Dylan Brooks par exemple. Donc c'est assez, ouais, leader plus par l'exemple et par l'attitude sereine, on va dire, qu'il peut t'apporter, notamment sur cette période de prolongation, assez Disons qu'il fait importante. pas ça aux arbitres, quoi. C'est vraiment, Non, il non, décante c'est moins il c'est pas décante la même moins que chose. d'autres joueurs. Mais C'est voilà, ça. c'est deux différentes techniques de leadership et Shai, en tout cas, que ce soit au OKC ou que ce soit avec le Canada, s'affirme de plus en plus, bah, comme une superstar NBA. À un moment, il faut Mmh. l'avouer. C'est que là, on est quand même sur, moi, j'avais un petit peu cette crainte de cette, espèce de fluke season, tu vois? Une saison où un joueur prend complètement feu et je trouve que, sans vouloir me répéter, avoir un autre contexte où il est aussi fort, ça me rassure un peu. Après, selon les critères de la NBA, c'est pas une star, hein. On prend Si, note. c'est une star, c'est une star. C'est pas sur les 2 dernières années qu'il faut qu'il ait Non, c'est sur les plusieurs, 3 stats, dernières années. plusieurs, Non, non, il y a, ah oui, du coup, considéré comme star, all-star ou NBA une fois ces 3 dernières années, donc il est considéré comme une une fois, je star. croyais que c'était 2 fois. Ah bon, bah, ouais. Ah, je Bon, crois bah, pas. dans ce Non, ça, cas-là, c'est pour les trucs de contrat max en fin de contrat rookie, enfin, c'est la rose rule, ouais. voilà. Mais non, il est Ah, considéré comme une star. Mais comme j'avais lu OKC n'a rapidement. qu'une star dans son effectif, C'est au moins on bon, est tranquille. c'est Tu vas bon. pouvoir le reposer, de temps en temps. Parlons maintenant de son compère canadien, Lou Dort. Compétition un petit peu plus difficile pour lui, il faut le dire. On avait pas mal d'attentes, on voulait voir ce qui se passait pour lui en sortie de banc, dans un roster, notamment un banc pas forcément adapté non plus à ses qualités et à ses capacités, il faut être honnête. Je trouve qu'il a fait du Lou Dort, hein. Il n'a pas été très adroit près du cercle, comme d'habitude. Encore plus là que, comme tu l'as dit, il y a des joueurs dans la raquette, les drives sont plus difficiles, donc là, c'était encore plus difficile pour lui. C'est alterner le chaud et le froid à 3 points pour finir à 34-35%, comme d'habitude, j'ai envie de dire aussi. Ouais, des très bonnes performances, notamment contre le Brésil, d'autres plus faibles, où il a moins joué d'ailleurs aussi, des fois il a été moins responsabilisé. Mmh. Euh, mais ouais, et puis en fait, son rôle faisait tellement redite avec Brooks, et Brooks était tellement au-dessus au niveau du tir sur cette compétition qu'en fait ça perdait un peu de sens de mettre les deux ensemble, voilà, donc compétition un peu plus difficile pour lui. Même si la compétition était difficile, je suis complètement d'accord avec toi, hein. Il a encore été très maladroit au cercle, il y a des drives qui sont très compliqués. Ça n'est absolument pas rassurant pour, la saison prochaine de Lou Dort, mais je trouvais que dans les moments où le Canada faisait des gros runs, bah, en fait, tu avais souvent la paire Dillon Brooks, Lou Dort qui était, C'est associée, vrai. avec, Dwight Powell qui était un peu mis sur le côté avec Kelly Olynyk au poste 5, notamment le match contre Team USA
Il est à 2 sur 4 à 3 points. Voilà, il fait pas un match flamboyant. Je l'ai pas trouvé si mauvais. Je trouvais qu'il était souvent dans les bons coups lorsque le Canada venait sur une line-up un peu plus petite pour pouvoir switcher un petit peu sur tous les postes. Ensuite, ouais, il y a le match contre l'Espagne, je crois, où il est bon. Il doit être à quelque chose comme 5 ou 6 passes décisives. Il fait pas mal de passes. Mais ensuite, ouais, déjà, il a été blessé sur les Mm. 2 matchs contre le Liban et contre la Lettonie. Et ensuite, il a eu des problèmes de faute, c'est-à-dire que Lou Dort, sur tous les matchs qu'il a joués, il est à 4 fautes. Voilà, comme ça, vous ne cherchez pas, il est à 4 fautes à chaque fois. Donc effectivement, défensivement, je l'ai trouvé pas terrible, franchement. Surtout Ah, contre la Serbie, où je le trouve bah, vraiment c'est pas comme bon. tu dis, enfin, ça va avec les fautes, je pense, où l'agressivité qu'il met habituellement, il pouvait peut-être pas la mettre autant dans un contexte FIBA, et vu comment il était sifflé, etc. Et je pense que même les attaques type européenne, Espagne, Serbie, etc., sont moins adaptées à lui qui va dire moi je prends le mec qui porte la balle, je viens pour le défoncer et le coller tout le temps. Je pense qu'il a préféré défendre sur Luka, où l'habitué il sait ce qu'il doit faire, que contre les énièmes, Avec enfin Toby. le jeu collectif, ouais, ou le jeu collectif serbe et autres, ce qui est bien plus difficile, quoi. Et encore, il n'a pas toujours pris le meilleur défenseur, parce que le match Non, bah non, parce contre. qu'il y avait Brooks, du Il y coup. avait Brooks déjà, et même le match contre Team USA, la dernière possession du quatrième quart-temps, c'est Shea qui est en ISO sur Anthony Edwards et qui fait une très belle défense d'ailleurs sur ce match-là. Donc, ouais, Lou Dort un peu déçu, mais c'est vrai que peut-être que le contexte FIBA était moins adapté, que le fait que. Après, en NBA, ça cible beaucoup les joueurs très agressifs, très physiques sur le porteur. Donc, mais lui comme Brooks, ils ont eu des vraies difficultés au niveau des fautes, globalement, le Canada. Et c'est intéressant aussi, c'est que le Canada a beaucoup joué comme le Thunder, très agressif sur le porteur, essaye de chercher les interceptions et les paniers rapides en contre-attaque. Donc il y avait un petit peu des réminiscences de ce qu'on a pu voir ici. Et ouais, là, pour le coup, Lou Dort a fait du Lou Dort et pas forcément dans le bon sens du terme. Ouais, après, il a jamais été très mauvais, mais il a rarement été tout le temps bon. Enfin, tu vois, ça a toujours été moyen, à part contre le Brésil ou autre, mais souvent il était juste moyen, il mettait pas les tirs, mais il apportait un petit peu. Enfin voilà, un joueur de rotation sans fulgurance, sans truc. Voilà, c'était pas toujours exceptionnel. Après, j'ose espérer que ça lui aura apporté un petit peu dans la compréhension collective et dans la lecture un petit peu défensive qui est bien plus difficile en FIBA. On l'a vu pour certains joueurs NBA qui galéraient, certains s'en foutent, certains s'y galèrent beaucoup plus. J'ose espérer que ça leur a apporté un petit peu d'adaptation là-dessus. Tu sais, bah, notamment le grand qui est sous le cercle parce qu'il n'y a pas 3 secondes, qu'est-ce que je fais après mon drive, là, à quel moment je peux plus attaquer que d'autres, enfin tu vois, des petites choses comme ça, qui peut-être dans ce contexte-là lui permettra de débloquer, enfin ça va se débloquer avec en ayant vu autre chose en termes basket, même si c'était pas, moi je pense pas du tout adapté à ses qualités. Hein. Ouais, et puis je pense aussi que le jeu de Team Canada n'était pas le jeu le plus FIBA en plus. C'était un jeu assez Ah non. NBA, Bah, globalement. le Team USA Canada, c'est un match NBA. Hein, Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. concrètement, C'est ouais. exactement ce que j'allais dire. C'est un match NBA avec du pick and roll sur quasi toutes les Ouais. possessions. En fait, le Canada, déjà, techniquement, ils doivent sortir contre l'Espagne. C'est juste l'Espagne qui, d'un coup, décante complètement, ce qui n'est jamais arrivé quand l'Espagne joue l'équipe de France. Mais voilà. Mais chez Ami du Peuple, d'ailleurs, hein, parce que sortir l'Espagne et sortir Team USA, je pense qu'il a fait plaisir à 2-3 Français. Il a fait plaisir à une bonne partie du monde, je pense notamment à Noah Lyles, il doit être bien content de voir que les États-Unis n'ont même pas de médaille. Mais ouais, effectivement, le Canada n'était pas l'équipe la plus FIBA en termes de basket. Et même face à Mm. des équipes intelligentes, la Slovénie avait peut-être pas la matière pour les empêcher, mais contre l'Espagne et contre la Serbie, contre des défenses vraiment intelligentes et même des attaques intelligentes, bah, ils ne sont pas passés loin de la correctionnelle finalement. Même le Ouais. Brésil. Hein. Le Brésil, Ouais, ils mettent ça pas vient. dedans, mais ils jouent sur un espèce de faux rythme qui Ouais. leur va pas du tout. Ça vient de ton roster. Après, de toute façon, ils Hmm. ont presque aucun joueur FIBA, voire zéro. Je sais pas où certains jouent. Ils ont Puis 10 US, NBA. Team USA, pareil. Même la France, accessoirement, qui a un peu moins de joueurs FIBA que d'autres équipes, ça a plus de mal à jouer collectif, là où même la Serbie ou même l'Allemagne, il y a des joueurs habitués à ce contexte-là, et même s'ils sont NBA, un Schroeder à l'habitude, les Wagner, tu sens que c'était rodé aussi à ce genre de jeu, donc ça a été efficace. À voir comment ils progressent du coup par la suite, mais on les aura au JO. Du coup, très bonne Oh, nouvelle. attends. Ah, bah si, ils sont qualifiés. Oui, mais pas de blessure. On Ah sait oui, non, mais jamais le Canada sera au JO. Le Canada sera au le JO. Canada sera au JO, mais Shea devait déjà jouer les JO il y a 4 ans, il n'a pas pu les Mm. faire. Enfin, il y a 3 ans, il n'a pas pu les faire pour cause de blessure. Donc, ouais, mais ça va être excitant parce que le Canada, bon, on ose espérer qu'ils récupéreront Jamal Murray pour les JO.
Et même au-delà de ça, sur les lignes extérieures, bon, Andrew Wiggins, c'est très compliqué parce que visiblement, il a pas l'air d'être. C'est un peu le Joachim Noah de Team Ça leur Canada. ferait du bien, Andrew Wiggins, hein, je peux te dire. Tout à fait, tout à fait. Mais même, je trouve que sur les extérieurs, avec Shaedon Sharpe, avec Bénédicte Mathurin, ils ont quand même 2-3 joueurs qui peuvent temporairement porter la balle. Et ce qui leur manque vraiment, c'est un vrai intérieur. Ils n'ont pas d'intérieur de talent, les Canadiens. Pour elle, c'est sous Rudy Gobert, quoi. Enfin, tu sais, c'est Oui, et puis vraiment. Powell a 32 ans, Kelly Olynyk Ouais. doit avoir cet âge-là. On est sur des intérieurs vieillissants côté Je, Canada. je m'attendais d'ailleurs à mieux d'Olynyk, mais bon, ça a Il a fait été. du Kelly Olynyk, hein, c'est qu'en attaque, il a mis globalement dedans, mais en défense, c'était passoire complet. Après, il y a du vivier, hein. Il y a du vivier. T'as du Boucher, t'as du Cambridge, t'as du Brissett, Brandon Clark. Tu C'est vois, vrai, Brandon Clark, mais je Brandon regarde la Clark, liste en même temps. T'as du Trey Lyles. Tu vois, ouais. t'as des joueurs. T'as Andrew Nemard, Oui, Nembhard, intéressant tout aussi à fait. pour eux. Tout à fait. Non, t'as des joueurs, hein. T'as des joueurs quand même qui pourront s'insérer un peu dans cet effectif-là, hein. Attention. Disons que t'as pas d'intérieur protecteur de cercle, ce qui en FIBA est un peu chiant. Parce que Brandon Clark, tu vas pas le mettre au poste 5. Surtout que Brandon Clark, il revient des croisés ou du tendon d'Achille, je sais plus, Ouais, c'est l'un des c'est deux. pas grosse Pour un blessure. joueur qui repose autant sur son physique et ses qualités athlétiques, attention. Ouais. Parlons de la Lettonie maintenant, de Mm. l'équipe surprise de la Coupe du Monde, qui a vraiment fait, je pense, rêver tout un pays, qui ont été Suffit de surprenants. voir les Mais alors, vraiment, célébrations, hein. ah ouais, vraiment, on est tombé sur la France parce qu'ils ont perdu contre cette équipe-là, mais ils ont fait un sacré parcours. Ils ont fait tomber des très gros noms sur cette compétition, notamment grâce au joueur du Thunder Davis Bertans, qui a fait. On peut pas faire plus du Davis Bertans que ce qu'il a fait là. C'est Davis Bertans. Il a bombardé à 3 points, vraiment, il a fait que ça. Il prenait limite à 12 points par match, 38% à 3 points, j'ai noté. Mais vu les tirs de malade mental qu'il a pris sur le tournoi, bon, c'est au plus qu'honnête, 38%. Mais surtout, il prenait aucun 2 points. C'était quoi, 2 points par match à peu Un 2 près? points par match, oui. Un 2 points par match. Voilà, donc il est même au début, il n'avait pas tant de temps de jeu que ça. Je crois qu'il n'a pas énormément joué contre la France, par exemple. Par contre, au fil de la compétition, il a regagné un peu en valeur, il a réimpacté un petit peu plus, de là à être joueur décisif, en bien ou en mal d'ailleurs, mais un des joueurs décisifs sur toute leur fin de compétition où il a des moments de show en fait, mais ça c'est depuis le début de sa carrière qui sont ahurissants de ce qu'il peut produire quand il est chaud. Après, il a des moments où il met plus rien. Mais quand il est chaud, c'est indéfendable, honnêtement, parce que il peut tirer de très loin, il saute très haut. Enfin, avec sa taille, c'est part de haut et tu peux pas défendre ça. Ouais, bref, disons que Davis Bertans aurait pu avoir une statue érigée en son honneur s'il met le 3 points contre l'Allemagne. Ah ouais. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, je trouve que voilà, on en parle, je crois parfois des Kebdo, c'est à quel point il y a des actions qui peuvent faire basculer beaucoup de choses. C'est que les Allemands sont champions du monde. Si Davis Bertans ne fait pas une gamelle, ils font un choc monumental et tu tiens pas du tout le même discours. Et je pense pas que la Lettonie sorte Team USA en demi-finale et du coup ça changerait pas mal de choses aussi au niveau de Team USA. Donc parfois des gamelles peuvent changer le cours de Ah beaucoup de bah, choses. il y a plein de trucs, ou même il y a plein d'exemples, le tir de Kawhi contre Philly, Oui, si KD fait KD, pas du voilà, 58. c'est ce que j'allais te dire. Enfin, ces tirs-là, le tir de Kawhi contre Philly, c'est-à-dire que Philly va en finale de conf ou finale, et je sais plus, oui, c'est. Non, parce que ça va euh, en prolongation. ça va, non, il gagne sur ça, non, ça va Oui, mais encore. s'il le met pas, il y a égalité, du coup ça Ah part ouais, en c'est ça, overtime. ok. Mais tu vois, tu te dis potentiellement, ça change tout. Enfin, bref. Mais voilà, des mini-actions qui peuvent parfois changer des grandes choses. J'ai l'impression d'être Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux. Mais ouais, effectivement, Davis Bertans, bon, il a fait du Bertans. Là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Il prend feu quand il prend feu. Je crois que contre la France, il a un problème de faute, hein, si je dis pas de bêtises. Mais au sein de cette équipe lettonne, qui est l'équipe un petit peu inattendue de ce mondial, ils ont même démonté c'est la Lettonie, le dernier match La qu'ils jouent. Lituanie. La Ouais, Lituanie, non, ils sont lettons, ils ont démonté la Lituanie ils ont pour tué, le je crois. dernier match. Ils ont tué. Ils sont cinquièmes dans les lettons, je crois. Ouais. Ils sont cinquièmes, donc voilà, la Lettonie a vraiment été très très bon sur ce mondial avec, j'ai oublié leur nom, mais c'est Zagris, le meneur, qui fait 16 passes, Zargas. là. Zargas, à chaque fois je confonds. Zargas qui fait 16 ou 17 passes décisives sur le dernier match. Ouais, ils ont été très bons. Bertens a montré ce qu'il pouvait apporter au Thunder si jamais il venait à rester, à savoir de l'efficacité près du cercle, 2-3 coups de chaud. Faut pas lui demander de faire trop de choses défensivement, par contre, mais on est sur un shooter assez micro-ondes, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, il y a des moments où il peut vraiment prendre froid, comme il y a des moments où il peut faire 4 sur 4, ce qu'il a déjà fait durant cette coupe du monde.
faut peut-être pas trop l'utiliser en mouvement face au panier, peut-être plus dans un corner, parce que Ouais, je sais ça pas ça. Il a eu disons que beaucoup de je suis un peu moins situations sceptique. avec des écrans non porteurs, tu vois? Des trucs, je trouve qu'il est capable de les mettre. Après ça dépend quelle course et de voilà, mais Mais je sais pas, c'est pas ce qui m'a le plus convaincu. Après, c'est du Davis Bertans dans le texte, hein, donc globalement, il va prendre ce genre de tir s'il venait à rester ici. Mais ouais, bon, c'était bien. Disons que si tu veux un shooter, tu peux être sûr que Davis Bertans va t'apporter ce genre de truc. Alors, 63 3 points pris sur la compétition. Je pense oui, non, qu'on mais il est à on est 7, très haut. il est à 7,8 3 points pris sur la compétition. Il tente un tir à 2 points sur toute la compète. Je Donc, je pense qu'il y a lui et les autres, en termes de quantité, prise sur cet aspect-là. Défensivement, après, bon, ça défendait assez spécialement la Lettonie. Il n'y avait pas forcément beaucoup de grands, ça switchait beaucoup, voilà, c'était assez spécial, mais bon, ça sera jamais son point fort, quoi. Ça sera jamais son point fort. Mais dans un contexte compétitif, il prouve qu'il peut rester sur le terrain quand même défensivement. Donc bon, c'est un petit point positif à voir à NBA s'il arrive à faire ça. Et après, moi, ce que j'apprécie dans cette campagne pour lui, regain de confiance, parce qu'il avait quand même pas joué depuis un moment entre les trades, les blessures, etc. Et regain de valeur potentiel, hein, si jamais on part dans l'optique d'un trade. Peut-être que les équipes ils se diront bon bah vu la Coupe du Monde qu'il a fait, ok lui il m'intéresse un peu plus qu'avant, je peux peut-être un peu plus en faire quelque chose que juste d'un joueur qui est au fond du banc et qui joue jamais quoi. Oui, bah, de toute façon, je pense pas qu'on en parlera peut-être quand on fera la preview, mais je pense pas qu'il sera surutilisé à OKC. Par Non. contre, effectivement, il aura ce rôle un petit peu de micro-ondes, comme a pu avoir Mike Muscala, hein, où tu le fais pas jouer à tous les matchs. Par contre, si tu as besoin de tir extérieur, tu fais allez, Davis, va en planter un ou deux ou trois. Ce qu'il a globalement fait tout au long de sa carrière, hein. Enfin, disons que depuis les Wizards, son temps de jeu s'est quand même drastiquement réduit. Donc, Mm. on connaît les limitations de Bertans, on connaît les apports de Bertans. Là, globalement, tu es un joueur sur lequel tu as assez peu d'incertitudes et pas mal de certitudes, que ce soit sur ses qualités ou sur ses défauts. Il a regagné un peu en cote aussi lui, tu vois? Même tout le monde a dit: «Ah on va le garder parce qu'il peut faire ça», donc ça a permis de remettre les choses un peu, au clair avec, ce qu'il pouvait produire. Mmh. Passons au cas australien maintenant, la dernière équipe qu'on doit étudier. Du meilleur jeune du tournoi, Josh Giddey, un nouveau trophée pour lui. Et c'est pas à négliger d'ailleurs ce trophée, hein, attention, c'est pas rien, parce qu'il y avait quand même un petit peu de concurrence sur cet aspect-là. Josh Giddey a fait un bien meilleur tournoi que l'Australie, j'ai envie de dire, qui est sorti Mmh. un petit peu de manière prématurée, mais qui est sorti au final face à de grosses équipes aussi, hein, faut pas se voiler la face, contre les Allemands et contre les Slovènes, ils ont perdu, donc globalement ça va. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de Josh Giddey là sur ce qu'on a vu de lui? Bah, je l'ai trouvé plutôt bon et je pense que encore une fois, comme pour Shea, Josh Giddey a fait du Josh Giddey, mais avec un petit supplément qui fait que c'était intéressant. Là, pour le coup, Josh Giddey, c'était vraiment la provocation de faute. Comme tu l'as dit, le tournoi de l'Australie s'est arrêté un peu tôt, parce qu'ils ont vraiment un groupe galère. Tu te farcis l'Allemagne, Mmh. d'ailleurs, c'est une des rares équipes qui a vraiment posé problème à l'Allemagne, que ce soit en phase de groupe ou sur la compétition, puisqu'ils sont dans le match contre les Allemands. Josh Giddey, sur la fin de match, n'est pas sur le parquet parce il saigne, je crois. Et du coup, c'est Patty Mills qui perd la balle. Patty Mills qui a vraiment fait une Coupe du Monde en montagne russe. Mmh. Josh Giddey, ouais, ça a été peut-être le meilleur Australien de cette compétition. Je trouve que encore une fois, j'en ai parlé dans le précédent podcast, mais dans les matchs importants, il est là. Le match contre la Slovénie, il est énormissime. C'est le seul Australien, hein, globalement, qui fait un bon match, le match contre la Slovénie. Le match contre l'Allemagne, je le trouve intéressant sur sa seconde mi-temps. Un peu plus de provocation, un peu plus d'utilisation de son corps. Alors, la stat qu'on va retenir, c'est que Josh Giddey tentait plus de 5 lancers francs par match sur toute la Coupe du Monde. C'était déjà ce qu'on avait vu lors des matchs de préparation. Il va globalement plus sur les lignes des lancers. Alors, par contre, il faut les mettre, hein, parce que 65%, ça, c'est quand même pas terrible. Mais il va falloir qu'il soit un peu plus efficace dans ce domaine-là. Mais même si c'est pas un argument que j'utilise souvent, on a souvent tendance à oublier que Josh Giddey n'a que 20 ans et que dans son développement, ne serait-ce que physique, on est sur un joueur qui n'est pas complètement terminé. Donc dans l'utilisation de son corps, j'ai trouvé très intéressant, beaucoup plus agressif, beaucoup plus à mettre l'épaule pour son vis-à-vis et pour finir près du cercle. 2-3 Eurostep quand il y avait des défenses qui venaient de doubler ou qui essayaient de provoquer une cercle. Ça, j'ai pas souvenir de l'avoir vu souvent en NBA. Et après, ouais, au niveau de son playmaking, c'est du Josh Giddey, donc rien à dire, c'est très très bon. De provocation de faute très intéressant, même s'il faut mettre les lancers. Par contre, le tir à 3 points,
Ouais, Tir à ce que 3 points, j'allais on est à dire. 2 sur 12, là, il y avait rien par contre, rien du tout. Gros point noir, moi, sur le tir, sur le tournoi. Autant ses qualités de drive, de passage d'épaule, j'enfonce mon joueur, je surdomine physiquement face aux guards qui me défendent. On l'a très bien retrouvé, notamment contre la Slovénie, mais globalement, sur tous les matchs, il arrivait à mettre les mêmes paniers qu'en NBA, alors qu'il n'avait pas forcément beaucoup plus d'espace non plus. Lui, ça dépend qui était sur le terrain, mais des fois, il n'avait pas forcément un spacing fou non plus. Par contre, au niveau de lui, de son tir extérieur, bah, ça a été compliqué. Alors certes, à un moment, il met un fadeaway à la Dirk, mais globalement, à part ça, il n'y a pas grand-chose, quoi. 2-3 points ne tombent pas dedans. Ça tombe pas dedans, bien qu'il ait dû en prendre plus balle en main qu'en NBA, où il en prend plus sur des drive and kick de chez. Mais même sur les mi-distances, je l'ai pas trouvé très super efficace, quoi. Il était vraiment super fort au cercle et sur le reste des tirs pas exceptionnels. Après, dans la création, bah, il régale, hein. Enfin, C'est Josh concrètement, Giddey, ouais. quand tu lui mets des intérieurs, quand tu lui mets des shooters, enfin, il sait trouver les joueurs, il sait les servir dans le timing, il sait trouver des angles un peu improbables qui vont surprendre toute la défense et globalement tout le monde. Mais ouais, c'est un peu ce tir-là, moi, le gros point noir pour la campagne de Josh Giddey, mais il a été très bon. Il a, comme tu l'as dit, le meilleur joueur de l'Australie. C'est lui qui a souvent porté l'équipe dans le clutch, qui a essayé de les ramener quand ils étaient un peu en retard, qui a essayé de prendre le jeu à son compte quand d'anciens leaders se cachaient un petit peu, comme Patty Mills par exemple. Non, globalement, il a été très pertinent. Je sais pas défensivement ce que ça a donné trop, par contre. C'est pas l'aspect que j'ai le plus vu. Bon, je pense qu'il a fait du Josh Giddey. Je sais que ça s'est extasié des fois sur des rotations défensives où il était dans la raquette, mais Mmh. bon, C'était pas, pour moi, c'était pas fou, mais c'était pas, catastrophique non plus. ouais, je pense aussi. C'était discipliné, quoi. C'était Oui, ce qu'on voyait à peu près de Josh Giddey. Alors peut-être que les gens qui ont un peu plus vu, en profondeur nous diront le contraire, mais c'était pas exceptionnel. Après sur ce qui est du tir extérieur, comme tu alors le mi-distance, je sais même pas, il a dû en prendre très peu parce que pour moi, je le mmh. vois quasi que au cercle. Au niveau du tir, alors il y a beaucoup de boulot, ça c'est sûr, mais il en a pris tellement en première intention que c'est difficile de jouer. Il en a pris que 12. En soi, il prend 2 C'est pas tirs et demi beaucoup, à ouais. 3 points, c'est pas beaucoup. Donc, sur 5 matchs en plus, tu sais jamais, enfin voilà, il peut se passer beaucoup de choses. Mais en tout cas, même dans les matchs où l'Australie était en difficulté, premier match contre la Finlande, ils se retrouvent menés de 11 ou 12 points à un moment en première mi-temps. Tu as Josh Giddey qui est là pour les ramener. Contre le Japon, c'est pareil. Contre la Slovénie, c'est pareil. Donc, au-delà de l'aspect purement individuel, je trouve que Josh Giddey a montré une nouvelle fois qu'il pouvait être le leader technique de cette équipe de l'Australie et qu'il a bien montré, sur certaines situations que c'était un vrai compétiteur. Un très, très gros compétiteur. Ouais, après ce truc des lancers, tu vois, bon, bah, il faut qu'ils les mettent effectivement et j'attends de voir si un NBA ça reste pareil ou est-ce que lui a profité, par exemple, du grand qui restait sous le panier ou il a profité d'un arbitrage un petit peu différent, enfin, ouais, tu vois, des choses comme ça. J'attends de voir s'il arrive à continuer là-dessus. Par contre, il pourra pas tourner à 68 ou 65, c'est pas Non, possible. non. C'est juste pas possible, quoi. Ça risque d'être compliqué. Ouais, il y a une action aussi, alors il refait ses flotteurs, mais de moins en moins, j'ai l'impression, ce qui est plutôt bon signe parce que pour moi, il va finir près du panier. Par contre, il y a des flotteurs de Josh Giddey où il part main gauche et il finit sur un flotteur main droite à gauche du panier. Ça, il faut arrêter par contre, ça, c'est beaucoup trop dur à faire, c'est pas Laisse ça Kyrie à Irving Jalen Williams. globalement. Ouais, Laisse ça ouais, à Jalen Jalen Williams, Williams. laisse ça à Kyrie Irving, mais ne fais pas ça. Et encore, il est même plus loin que lorsque Jay Williams fait ce genre de tir. Donc, sinon, il était très très bon, meilleur joueur du tournoi. Et quand même, être capable de tourner à 20 points de moyenne en FIBA à 54% au tir, 62% sur les 2 points, hein. Ça, c'est quand même très intéressant Mmh, parce mmh, que mmh, mmh. Josh Giddey, OK, il y a le tir à 3 points, mais déjà, si Josh Giddey pouvait plus aller sur la ligne des lancers et être un meilleur finisseur près du cercle, bah, c'est déjà un très bon axe de progression pour Josh Giddey. J'ai trouvé que dans ses finitions, contrairement à Lou Dort près du cercle, je l'ai trouvé bien meilleur, même s'il y a 2-3 fois où il explosait en contact. J'ai quand même trouvé bien meilleur dans ce domaine-là. Et c'est peut-être dû au fait qu'en FIBA, tu as moins d'athlètes que tu peux avoir en NBA. Ah oui, c'est vrai aussi. Tu as plus des joueurs de son profil. Honnêtement, Guizy Fiba, je pense que ça ferait très mal en Euroleague ou autre, hein. Il manquera un peu Mmh. de tir, mais il ferait très mal, je pense. Au moins aussi mal qu'en NBA, voire plus, Ouais. effectivement. Peut-être juste pour finir, juste un petit mot sur Jack White, qui est quand même dans le roster d'OKC, Pour l'instant. qu'on a très peu vu, on va le dire, sur la compétition.
Il a joué principalement les matchs qui étaient déjà joués, déjà décidés dans le garbage time, etc. Je pensais qu'il jouerait plus, honnêtement. Mais Les rotations de l'Australie étaient bizarres aussi. ouais, c'était dur à analyser. Je t'avoue que je sais même pas quoi en penser, honnêtement. À part que c'est un energizer un peu en sortie de banc. Que quand il rentre, tu vois qu'il met de l'intensité, qu'il essaie d'apporter tout ce qu'il peut. Mais je trouve qu'il est un peu comme qui c'est qu'on aurait eu dans ce rôle, un peu comme Omori l'année dernière, ou il y a 2 ans Morier, d'ailleurs. ouais. Non, l'an dernier. Il est un peu entre deux postes, tu vois. Mmh. C'est-à-dire qu'il est ni ailier ni intérieur, donc il peut pas vraiment jouer 3 et défendre sur les joueurs plus petits. Il peut pas vraiment jouer 5 et défendre sur les grands. Poste 4, bon, il sera un peu sous-dimensionné, il a peut-être pas les qualités pour, mais il est pas inintéressant. Il se bat, il met de l'intensité, il est capable d'un peu tout faire. Enfin voilà, tu vois, c'est un peu ce genre de joueur-là pour moi. Et je suis pas sûr que de ce qu'on a vu pour l'instant, il nous a pas convaincu de lui donner du temps de jeu dans nos previews dans quelques temps, quoi. Non, pas du tout. Moi, j'ai même pas de souvenir. Je sais qu'il joue dans le garbage time contre la Finlande, il me semble. Mais sinon, j'ai même Ouais. pas de C'est souvenir là où il de. joue le plus, il joue 15 minutes. Voilà, parce que le match était plié Mm. globalement au troisième quart-temps. Mais sinon, j'ai pas souvenir de ça. Je trouve Après, que. tu vois, contre la Géorgie en match de repêchage, on n'a pas Ouais, forcément beaucoup regardé. Mais tu vois, les matchs Slovénie 2 minutes, Allemagne 9 minutes et il produit presque rien. Et, il perd 4 ballons d'ailleurs. C'est le seul truc à qu'il 4 fait. ballons en plus. Tu Ça vois, pique. il n'y a pas grand-chose, hein. Et je trouve que, ouais, et tu parlais du fait de le tester en poste 5. Je crois deviner, alors après je peux me tromper, mais je crois deviner avec le cut d'Ousmane Garouba, qui remonte à de ça quelques semaines, je crois deviner un Jack White testé au poste 5 pour apporter un peu de viande. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais même pas, ça se trouve, je me trompe, il va être coupé, hein, comme les Kings ont coupé Nerlens Noel alors qu'il l'avait signé cet été, qu'il avait un contrat Ouais. à moitié garanti. Hein. Qu'est-ce qu'il peut le faire? Mais si jamais il venait à rester dans l'effectif, je suspecte un Jack White testé au poste 5. Ouais, je pense aussi. Je le vois bien, mais comme Omori en fait, hein, Mmh vraiment mh. dans ce profil-là, c'est vraiment ce à quoi ça m'a fait penser. D'ailleurs, Nerlens Noël et Kita qui ont été coupés par les Kings, je pense que c'est meilleur que lui potentiellement Oh, si on c'est veut sûr, c'est récupérer largement si on veut meilleur que lui. récupérer un grand. Non, mais voilà, pas grand-chose à dire sur lui parce qu'on l'a peu vu et on le verra s'il est encore là. Bon, c'est peut-être, mais en pré-saison, voir ce que ça donne, mais On le saura bientôt de toute façon, c'est d'ici puisque la reprise NBA, c'est dans moins de 40 jours et la ouais, pré-saison, c'est dans 3 semaines, donc ça approche à grands pas. ouais. Donc on verra à ce moment-là, mais effectivement, ouais, je le sens bien comme toi, le petit small ball five Mmh. sur certains passages avec lui, je le vois bien arriver. Mmh mh. Bon, et ben voilà, ce petit podcast FIBA un petit peu plus court que d'habitude, mais qui nous permettait de revenir sur l'été que passent certains de nos joueurs et qui ont brillé ces dernières Personne semaines. s'est blessé, ça c'est Ouais, très en bien. vrai, les gens ils me demandaient souvent quand la France était éliminée, ouais, c'est pour le Canada, mais non, en vrai, tant que ceux du Thunder ils performent et qu'ils se blessent pas, ça me va. Après, je m'en fous. C'est très bien parce que personne s'est blessé et Ouais, globalement tout le monde revient avec un surplus de confiance. Donc, en tout ouais, puis cas, ils ont tous fait des bonnes Shai arrive campagnes. avec, sa médaille de bronze, Josh Giddey arrive avec son niveau individuel. Personne arrive tout recroquevillé en disant: «J'étais nul lors de la coupe du monde», donc, si ça peut donner une bonne lancée au début de saison du Thunder, ce serait pas de refus. Ouais. On se retrouve très vite, ben, justement, pour parler de la future saison et bien d'autres choses qu'on prévoit. D'ici là, abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, Twitter, Instagram. N'hésitez pas à commenter vous aussi, avec votre avis sur la coupe du monde de nos différents joueurs et puis voilà, on se retrouve très vite. À bientôt et salut à tous. Salut!